L'annonce d'une maladie chronique chez un enfant, c'est un véritable séisme. Oui, un séisme, le mot est bien choisi. Un instant, tout semble stable, et puis l'instant d'après, tout est fissuré. Mhm. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est pas tant la secousse initiale, le diagnostic en lui-même, mais plutôt les ondes de choc. Celle qui se propage après. Exactement. Celles qui reconfigurent silencieusement, mais très profondément, toute la vie d'une famille. C'est ça. On va donc se plonger dans une analyse de l'impact de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la CMT, sur cette dynamique familiale. Et pour ça, on s'appuie sur une source vraiment forte. Oui, un texte de l'association TOOF Miss CMT Solidarity qui est basé sur un témoignage, sur du vécu. C'est ça qui est important. On n'est pas dans la théorie, on est dans le réel. L'objectif, c'est de comprendre comment une maladie qui touche une personne devient l'affaire de tous. Une épreuve collective. Exactement. Et peut-être, avant de commencer, juste pour situer, qu'est-ce que c'est la CNT? Ah oui, c'est une bonne idée de le préciser. Très simplement, c'est une maladie neurologique. Elle touche les nerfs qui relient, disons, le cerveau aux membres, surtout les mains et les pieds. Le câblage électrique en quelque sorte. C'est une excellente image. Et avec la CMT, ce câblage s'abîme. Du coup, ça provoque une faiblesse musculaire, des difficultés pour marcher, pour tenir des objets. Des gestes du quotidien qui deviennent des défis. Voilà. Et c'est ce contexte physique qui va générer toutes les répercussions dont on va parler. Parfait. Alors, si le diagnostic, c'est l'épicentre, la première onde de choc, la plus violente, elle frappe qui? Logiquement, les parents. Oui, le témoignage parle d'un fardeau émotionnel très important. C'est une phrase, presque un euphémisme, non? Ah oui, complètement. Parce que derrière ces mots, il y a une réalité psychologique d'une complexité folle. C'est-à-dire? On pense d'abord au choc, à l'inquiétude pour l'avenir, bien sûr. Mais ce que le GSI met en lumière, c'est un processus beaucoup plus insidieux. Hmm. Les psychologues parlent de deuil blanc. C'est le deuil d'une personne qui est toujours là, bien vivante. Le deuil de la vie qu'on avait imaginée pour son enfant. C'est exactement ça. Les parents pleurent les matchs de foot qui n'auront pas lieu, l'insouciance perdue. Et en même temps, ils doivent s'occuper de cet enfant qui est là, qui a besoin d'eux plus que jamais. C'est une idée terrible. C'est un deuil qui ne se termine jamais, en fait. Vous mettez le doigt dessus. Ce n'est pas un événement, c'est un état. Un deuil chronique. Et à ça, il faut ajouter l'anxiété liée à un mot-clé du texte, la maladie est évolutive. Ce qui veut dire que rien n'est jamais acquis. Jamais. L'équilibre trouvé un lundi peut être totalement remis en cause le mardi. Cette incertitude permanente, c'est une source d'épuisement psychique colossal. Une charge mentale, comme on dit beaucoup aujourd'hui. Oui, mais une charge mentale invisible. C'est un travail à plein temps qui n'est sur aucun agenda. Et j'imagine que ce chaos intérieur finit par déborder, par réorganiser tout le monde extérieur, le concret. Ah, mais complètement. C'est la deuxième onde de choc, celle qui redessine la carte de la vie familiale. Et là, le témoignage est très pratique. Il parle des rendez-vous réguliers médicaux et de kinésithérapie. Ça peut sembler anodin, mais imaginez la logistique. Ah oui. Chaque rendez-vous, c'est une demi-journée de travail en moins, c'est trouver qui va chercher les autres enfants à l'école, c'est gérer les transports, c'est une organisation militaire, quoi. Semaine après semaine. Et au-delà des rendez-vous, il y a la maison. Le texte mentionne une aide accrue de l'enfant pour porter ses orthèses. Oui, les orthèses, ce sont des attelles pour soutenir les membres. D'accord. Et ce détail est crucial. Chaque matin en mettant les orthèses, chaque soir en les enlevant, la maladie se rappelle à eux. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est un rituel tangible qui rythme la journée. Et donc ça va bien au-delà d'un simple ajustement d'agenda. Ah mais bien sûr, c'est une redéfinition totale des priorités. La source le dit très bien, la vie professionnelle et sociale des parents doit être complètement réaménagée. Donc ce n'est pas juste s'organiser différemment. C'est une partie de leur identité, leur carrière, leurs amis, qui est mise de côté. C'est souvent plus qu'une mise de côté, c'est un renoncement. Une carrière qui était épanouissante devient une source de stress. Parce qu'on est moins disponible, moins flexible. Exactement, on rate des opportunités. Et la vie sociale, elle, se rétrécit. Les soirées à l'improviste, les week-ends entre amis, tout devient une expédition. Et un décalage se crée avec les autres, j'imagine. Forcément. Un décalage se crée avec ceux qui ne vivent pas cette réalité. Et ça peut mener à un isolement. Mais, avant même cet isolement social, il y a d'autres secousses, plus proches, à l'intérieur de la maison. Vous pensez à la fratrie? Oui, c'est un angle mort souvent. Mais le témoignage, lui, il l'aborde de front.
Et comment ces enfants, qui ne sont pas malades, eux, ressentent les choses? Ils les ressentent de plein fouet, mais souvent en silence. Le texte décrit un cocktail d'émotions, très complexe. C'est-à-dire? D'un côté, il y a le sentiment d'être délaissé. C'est presque mécanique. Le temps et l'énergie des parents ne sont pas infinis. Et une grande partie est logiquement absorbée par l'enfant malade. Voilà. De l'autre côté, paradoxalement, ils peuvent développer une surprotection intense. Ils deviennent des sortes de mini-parents. Le texte évoque aussi des sentiments plus tabous. La frustration, la jalousie, Oui, et ça doit être terriblement difficile à vivre pour un enfant. d'être jaloux de l'attention que reçoit son frère ou sa sœur et de se sentir coupable de cette pensée l'instant d'après. C'est une ambivalence très lourde à porter. Mais la phrase qui, pour moi, est la plus forte du témoignage sur ce sujet, c'est celle-ci. Ils sont souvent amenés à grandir plus vite pour comprendre et aider. C'est terrible, cette idée de maturité forcée. On leur vole un peu leur enfance, en fait. On leur vole une partie de leur insouciance. C'est exactement ça. Il y a un terme en psychologie pour ça, la parentification. La parentification. L'enfant prend des responsabilités qui ne sont pas de son âge, pas seulement des tâches, mais une charge émotionnelle. Il apprend à ne pas faire de vagues. Pour ne pas en rajouter. C'est ça, il devient l'enfant facile. C'est une preuve d'amour et de résilience immense, mais ça a un coût. Et quel est ce coût à plus long terme? Ça peut être très élevé. En devenant des experts des émotions des autres, ils peuvent avoir du mal plus tard à identifier leurs propres besoins. Ah oui, je vois. Ils peuvent développer une anxiété de performance, ce sentiment de devoir toujours être parfait. C'est pour ça qu'on les appelle parfois les patients fantômes. Ils souffrent, mais sans symptômes visibles. On voit bien comment tout le système familial est mis sous tension. Mhm. Et logiquement, cette fragilité interne, elle finit par se voir de l'extérieur. C'est la 4e onde de choc, celle qui touche le social. Oui. Et cette onde, elle isole. Le processus est double. D'accord. D'abord, il y a un isolement mécanique. Le texte parle de la diminution des activités sociales et sportives de l'enfant. Les anniversaires, les sorties, le club de sport. Exactement. Tous ces lieux où l'on tisse des amitiés. Si l'enfant malade en est privé, toute la famille l'est par ricochet. Moins d'anniversaires, c'est moins de contact avec d'autres parents. C'est donc un repli qui est subi, forcé. En grande partie. Mais il y a une deuxième dimension, plus subtile. Le repli peut aussi devenir une stratégie de protection. Pour se protéger de quoi? Du regard des autres. Le texte parle du manque de compréhension ou à une stigmatisation. C'est ce qu'on appelle la double peine sociale. C'est ça. Le manque de compréhension, ce sont les conseils maladroits, les « il faut être fort », les remèdes miracles, Ça part d'une bonne intention souvent. souvent. Mais ça nie la complexité de ce que la famille vit. Et la stigmatisation, c'est la pitié, les questions indiscrètes. À la longue, devoir toujours expliquer, justifier, éduquer son entourage, c'est épuisant. Et donc pour éviter ça, la famille préfère rester dans sa bulle. Parfois, oui, on voit bien le cercle vicieux qui se dessine. Les contraintes matérielles réduisent les sorties et le regard des autres rend ces sorties pénibles. La maison devient un refuge, mais elle peut aussi devenir une prison. Face à ce tableau qui est quand même assez sombre, on pourrait se sentir un peu découragé. Mais le témoignage ne s'arrête pas là. Non, et c'est le point le plus important. Après avoir décrite toutes les fissures, le texte demande « Qu'est-ce qui peut consolider la structure ?» Et la conclusion est claire. Elle est sans appel. La maladie nécessite non seulement une prise en charge médicale, mais aussi un soutien psychologique et social. C'est la reconnaissance que la CMT, ce n'est pas qu'un problème de muscles et de nerfs. Voilà, c'est un événement qui impacte tout le corps social de la famille. J'aime beaucoup la finalité de ces soutiens, telle qu'elle est décrite, que chaque membre de la famille puisse trouver son équilibre. Il ne s'agit pas de revenir à la normale, mais de construire une nouvelle normalité. C'est une vision systémique. On ne peut pas traiter l'enfant et ignorer le reste de la famille. C'est comme un mobile. Si une pièce bouge, tout le reste doit trouver une nouvelle position pour que l'ensemble reste en équilibre. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire un soutien psy pour les parents, pour les aider à gérer ce fameux deuil blanc. Ça veut dire des groupes de parole pour la fratrie, où ils peuvent dire « oui, parfois j'en ai marre » sans se sentir coupable. Et un soutien social pour briser l'isolement. Oui. De l'aide administrative, des associations qui organisent des activités adaptées, de la sensibilisation dans les écoles. C'est l'idée de tisser un filet de sécurité autour de la famille, en fait. Exactement, pour qu'elle ne soit pas seule face à tout ça. Et ce filet est d'autant plus crucial que, on l'a dit, la maladie est évolutive.
le soutien doit l'être aussi. Il doit s'adapter aux différentes phases de la vie. C'est ça. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais d'un accompagnement sur le long terme. Donner à la famille les outils pour rester debout, ensemble, malgré les secousses. Si on récapitule un peu notre parcours, on est parti de cette métaphore du séisme. Mhm. On a vu comment le diagnostic est un épicentre qui génère des ondes de choc. La première, sur les parents, avec cette charge émotionnelle immense. Ce deuil permanent. Ensuite, la deuxième, qui réorganise toute la logistique de la vie. La troisième, qui frappe la fratrie, cette maturité forcée. Et la dernière, qui isole la famille du reste du monde. C'est une vision à 360 degrés, oui. Et ça montre bien que la réponse ne peut pas être uniquement médicale. C'est très clair. Et pour terminer, ce témoignage nous laisse avec une réflexion puissante. Oui, tout le texte est centré, et à juste titre, sur la résilience de la famille, sur comment elle s'adapte à la maladie. Et sur les soutiens dont elle a besoin pour y arriver. Absolument. Mais ça soulève une question en miroir, une question qui nous concerne tous en tant que société. Lequel? Au lieu de demander uniquement à ces familles de s'adapter, de se battre, de trouver des ressources pour s'intégrer dans un monde qui, soyons honnêtes, n'est pas fait pour elles, ne devrions-nous pas nous demander comment la société, elle, peut s'adapter? Comment nos écoles, nos entreprises, nos mentalités, comment peuvent-elles se transformer pour alléger leur fardeau? Au lieu de se contenter de les admirer pour leur courage. C'est ça. Passer d'une admiration un peu passive à un soutien actif et structurel. La vraie question n'est peut-être pas comment font-ils pour tenir, mais plutôt comment pouvons-nous changer le monde pour qu'ils aient moins à affronter.